Alors, je poursuivrai maintenant avec un deuxième volet qui est l'organisation technique du blog. Voici le blog tout nu qui est généré par WordPress. C'est le thème de base que l'on a normalement lorsqu'on génère un blog et il est toujours possible de pré-modifier les paramètres avant la naissance du blog pour lui donner une autre couleur. Alors, c'est ce qu'on a fait aussi sur le projet intégrateur pour nous éviter de devoir aller retravailler sur chacun des blogs que nous allions créer. Mais normalement, c'est le visuel que l'on a lorsque on génère un nouveau blog pour l'utilisation. Alors, on voit ici en haut, je passe rapidement là, pour vous donner les paramètres de lecture de l'espace. On voit en haut le nom du blog. Ici, c'est un blog d'un élève au niveau du projet intégrateur. Ce qu'on fait au niveau du projet intégrateur, c'est qu'on autorise seulement le prénom de l'élève et la première lettre de son nom de famille. Ce qui fait en sorte qu'on n'a pas nos deux éléments nominatifs pour l'élève lorsqu'on arrive dans son blog. Ce qu'on préconise davantage pour l'utilisation des blogs en contexte projet intégrateur, c'est que l'enseignant nomme les identifiants de ses élèves par des codes. Ce qui fait en sorte que là, automatiquement, on n'a pas les éléments nominatifs qui sont affichés lors de la création d'un blog. Bien entendu, l'éducation reste à faire pour s'assurer que les élèves n'utilisent pas ces renseignements nominatifs ou d'autres renseignements personnels à l'intérieur de leur publication. Vous avez toujours dans la partie centrale, dépendamment du visuel qui a été choisi par l'utilisateur, vous avez le blog. C'est à cet endroit que sont publiés les billets. Chaque publication, chaque article est un billet qui est identifié à l'intérieur du blog. Si vous regardez à droite, vous avez ce qu'on appelle dans le langage WordPress des widgets, ce qu'on peut appeler différents modules que l'on ajoute, qui sont modifiables selon les besoins de l'enseignant ou de l'élève. Cette fois-ci, ce que vous pouvez voir, c'est les articles récents. Donc, tous les derniers articles qui seront publiés dans le blog apparaîtront dans cette liste. Vous avez aussi les différents commentaires qui ont été publiés, des archives, cette fois par mois, des catégories. C'est les catégories dans lesquelles j'ai décidé de publier mon billet. Et finalement, on a les différents méta, alors les différents outils qui me permettent de gérer mon blog. Vous avez vu le nombre d'idées que l'on a eues au préalable lorsqu'on a fait l'exercice sur la créativité. Alors, cette fois-ci, lorsqu'on arrive avec un blog comme ça, c'est un peu difficile pour mon enseignant qui est néophyte de s'imaginer toutes les possibilités qu'il peut faire avec son blog. En projet intégrateur, on a donc choisi, lorsqu'on génère une classe, de la donner avec ce visuel. Vous pouvez voir les améliorations qu'on a apportées au blog de tantôt. On a rajouté un lien vers le programme projet intégrateur pour que ce soit plus facile pour l'enseignant et les élèves d'avoir accès au programme à l'étude. On a aussi rajouté dans le blog, par défaut, un article qui amène l'enseignant à savoir comment démarrer sa classe virtuelle. Alors, en quelques étapes, il peut déjà se lancer dans la publication de ses billets. Dans la colonne de droite, dans la colonne des widgets, on a choisi de rajouter un hyperlien qui nous amenait directement vers la publication d'un article. L'hyperlien va nous amener vers une page qui demande à l'utilisateur de se connecter avant d'avoir accès à son tableau de bord pour publier un billet, mais ça se fait beaucoup plus facilement que si on passe par le méta-connexion. Pour l'utilisateur néophyte, je rentre dans ma classe virtuelle, je publie un billet, je clique là et j'en arrive tout de suite à la publication. Et finalement, on a rajouté une dernière chose, c'est le fil RSS de la communauté de l'espace jeune du projet intégrateur. Par défaut, lorsqu'on génère un blog en projet intégrateur, on a ce qui rentre dans la colonne de droite, toutes les nouvelles qui sont publiées à l'intérieur du site des élèves. C'est intéressant déjà pour l'établissement d'une communauté de pratique entre les différents utilisateurs. Bien entendu, toutes ces modifications sont modifiables, soit par l'enseignant, par l'élève, par la personne qui est administrateur du blog. Mais c'est une façon pour nous de soutenir déjà la créativité pédagogique de l'enseignant à l'intérieur de sa classe virtuelle. Maintenant, je vous montre 3 cas de figure d'organisation d'un blog. Alors, le premier cas, l'enseignant est le seul utilisateur. Je génère un blog, je mets mon enseignant administrateur de mon blog et c'est tout. Étonnamment, on peut aller très loin avec ce premier cas de figure. On va avoir l'occasion de le voir un petit peu plus tard. Le deuxième cas, l'enseignant et les élèves sont utilisateurs. Déjà, là, on augmente une difficulté au niveau de la technologie
parce que là, on intègre les élèves avec des noms d'utilisateurs des mots de passe, on génère des identifiants pour chacun d'eux. On imagine que les élèves vont être amenés à publier dans la classe virtuelle. Le troisième cas de figure possible, on génère un blog pour l'élève. Chaque élève est administrateur de son blog et on imagine que l'enseignant l'accompagne, donc il est un super administrateur.